Allez, bonsoir à tous et merci de nous suivre sur le grand rendez-vous. Ce soir, ils sont 3 spécialistes à répondre présents. Et pour les profils, ils sont un juriste, un chirurgien dentiste et bien évidemment un jeune leader étudiant. Retrouvez-les tout à l'heure, juste derrière la météo. C'est bien évidemment le grand rendez-vous. Et puis, nous le savons tous, hein, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur le bail au Bénin. Désormais, la caution sur le loyer est fixée à 3 mois au maximum. Nous allons analyser cette nouvelle disposition avec l'aide d'un juriste. Et il est l'expert de ce grand rendez-vous. La mauvaise haleine, oui, la mauvaise haleine, ça se guérit. Oui, puisque c'est une maladie. L'invité de Heureuse d'Anondé sera tout à l'heure sur le plateau pour donner des astuces et en même temps des traitements possibles au Bénin. La culture des Peuls s'invite sur le grand rendez-vous et spécialement à travers, bien sûr, Horizon Culture. Nous allons parler, bien sûr, de la culture Peul, comment elle est donc valorisée par les étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi. On parlera de tout ça et surtout de la journée de la culture Fulbe. Voilà donc pour les différents plateaux et vous le savez, le grand rendez-vous, c'est également le journal qui vous sera présenté à 19h45 par Nadège Sani ce soir. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assim Gaba. On se retrouvera tout à l'heure à 19h45 pour le journal, la grande édition du soir. Mais dites-nous déjà, quel sera le menu principal de cette édition? Merci à vous, Assim. Ce soir, les téléspectateurs suivront dans le journal un reportage sur le nouveau système de gestion des camions au port de Cotonou. Également, dans ce journal, on va revenir sur la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était hier. L'édition de cette année est placée sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme ». En Philippines, l'île de Boracay sera fermée pour 6 mois. L'annonce a été faite par les autorités gouvernementales. Raison évoquée, l'industrie hôtelière n'est pas connectée au réseau d'égouts. Ah, d'accord. On verra tout ça tout à l'heure à 19h45. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. À tout à l'heure. Alors, nous continuons et nous ouvrons tout de suite déjà les plateaux du grand rendez-vous par Nature et Bien-être. Nature et bien-être, mauvaise haleine, épisode 2. Voilà, sur cette rubrique sur le grand rendez-vous. La mauvaise haleine, ça se guérit, mais comment? On va répondre à la question juste derrière ce reportage signé, bien sûr, Jennifer Sativi, qui parle bien sûr du dentiste. Regardez.
Issue de rameaux ou de racines de plantes, la brosse végétale a été pendant longtemps l'outil par excellence de nettoyage des dents. Malgré l'avènement des brosses industrielles, celle végétale, encore appelée cure-dents, demeure très prisée. Sur le plan sanitaire notamment, elle regorge de vertus. Ces brosses végétales contiennent des substances apaisantes, tonifiantes, gommantes, tonifiantes pour la gencive, apaisantes pour la gencive, gommantes pour les dents, et elles ont plein d'autres facultés que nous ne pourrons citer parce qu'il n'y a pas trop d'études qui puissent nous donner des précisions sur toutes les actions bienfaisantes des différentes brosses végétales, parce que autant de plantes, autant de tiges il y aura autant de vertus. En dépit de ces atouts, l'utilisation de la brosse végétale doit suivre certaines normes. Il faut qu'elle ait une longueur minimum de 13 cm, la longueur d'un stylo, pour qu'on puisse bien la tenir. Il faudra, dans le choix de la brosse végétale, que cette tige soit tendre. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle n'est pas tendre, la force masticatoire pour la ramollir sera telle qu'elle va provoquer progressivement sur les dents des fissures. Il faut pouvoir la mastiquer pour qu'elle soit assez fine, pour que les fibres soient vraiment bien ramollies. Et pour le nettoyage de la bouche, on procède par un effet gommant. Et pour se rafraîchir la laine ou se blanchir les dents, certains utilisateurs adoptent des recettes naturelles qui nécessitent quelques précautions. C'est des recettes que le commun des mortels utilise. Le charbon en lui-même, c'est un absorbant d'humidité et d'odeur. Donc par conséquent, cette recette, en conseillant le charbon, c'est pour désodoriser la bouche. Malheureusement, les causes de la mauvaise haleine n'étant pas connues par nos grands-mères, elles le suggèrent. Donc cette désodorisation sera temporaire. Et le citron, par contre, est très acide. Et là, il peut attaquer l'émail. Le sel aussi. Donc il faut prendre du recul devant des recettes qui ne sont pas vraiment authentifiées. Les bâtonnets de brosse végétale diffèrent selon les régions et proviennent donc de plusieurs plantes. Les plus utilisés sont les jeunes rameaux de Nîmes, les racines du collatier et du papayer, ou encore les tiges et les racines de l'acacia. Merci à vous, Jennifer Sativi, pour ce reportage. Elle est allée tout simplement prendre l'avis d'un dentiste sur l'utilisation de la brosse végétale et aussi les techniques de grand-mère. Vous savez déjà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue sur le plateau. David Diossou, chirurgien dentiste. Oui, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver et heureuse d'annoncer sur ce plateau pour vous parler de brosse végétale. Il y en a qui disent brosse végétale, d'autres parlent de cure-dents. On choisit quelle appellation exactement? Le docteur va nous dire l'appellation juste. Brosse végétale ou cure-dents? Alors, brosse végétale. Le cure-dents, c'est le petit pic qui sert à nettoyer dans les espaces entre les dents. Après avoir mangé où les choses se sont enfoncées entre les dents. Mais la meilleure chose, c'est la brosse végétale qui sert vraiment à brosser les dents. Est-ce que ça brosse vraiment Ça brosse vraiment une brosse végétale. Elle a un effet de gommage sur les dents qui est d'ailleurs très, très apprécié aujourd'hui. C'est mieux que les brosses industrielles? Les deux se complètent. L'idéal, quand on a le temps, c'est de faire les deux. Parce que la brosse végétale va gommer correctement la surface de l'émail, alors que la brosse industrielle va beaucoup plus passer par-dessus avec ses fibres. Donc, quand on a le temps, l'idéal, c'est de faire la complémentarité entre les deux. Donc, après avoir brossé les dents, on prend maintenant... On peut prendre la brosse végétale. La brosse végétale. Et on met un peu de pâte dentifrice là-dessus. Non. C'est ce qui se passe souvent. Ah oui, il y en a qui prennent la brosse végétale et on essaie de mâcher et puis de rendre ça un peu doux. Et puis, on met un peu de pâte
Quand même. Pas d'entreprise là-dessus. Non, ça ne vaut pas le coup. En fait, les brosses végétales, en fonction de ce que tu prends comme plante, il y a déjà une essence là-dedans qui, normalement, doit te permettre de régler ce problème sans utiliser la pâte dentifrice. Voilà. Alors, venons-en au sujet du jour. D'accord. On a commencé par en parler. Et déjà, il faut dire, Assome Daba, qu'il est le nouveau président des chirurgiens dentistes du Bénin. Ah ben. Oui. Le docteur Katraye lui a cédé la place il y a quelques jours seulement. Ah, oui. Merci beaucoup. Il fallait dire Monsieur le Président. Non, on reste dans le chirurgien dentiste. Ok, bon, voilà. Alors, docteur, on a commencé par parler du sujet mardi dernier avec votre collègue Katraye, docteur Katraye. Il nous a parlé un peu des causes et tout. Pour lui, les causes, ce n'est pas lié uniquement à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a également des maladies associées. Oui. Il a parlé de sinusite, il a parlé de gastrite et tout. De diabète. De diabète également. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler les responsables ou les grandes causes de la chose? On va diviser ça tout simplement. En général, on le divise en 4. On a la mauvaise haleine qui provient de la cavité buccale. Oui. La mauvaise haleine qui peut provenir de la sphère ORL, qui peut être une sinusite, ou bien au niveau des amygdales. Les amygdales se desquament facilement et lorsque les tissus qui sont des tissus morts restent là, ça peut donner une mauvaise haleine. Le troisième étage, c'est l'étage digestif, tout ce qui est mauvaise digestion, tout ce qui est consommation des aliments qui vont macérer rapidement. Et il faut noter aussi qu'il y a des maladies qui sont, comme on dit, le cancer, des choses comme ça, qui vont entraîner une dégradation des organes, qui vont aussi provoquer une mauvaise haleine. Une mauvaise haleine. Rapidement, ce sont les différentes causes qu'on peut avoir par rapport à la mauvaise haleine. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Oui, on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser. En général, le traitement, il est fait, comme je dis, en fonction des différents étages. Le premier étage, parce que 80% des gens qui ont une mauvaise haleine, c'est l'étage buccal. Voilà. À partir du moment où le dentiste voit au niveau de la cavité buccale, il a éliminé toutes les caries, il a éliminé les gingivites ou les parodontites, il a éliminé tout ce qui peut entraîner mauvaise haleine au niveau de la cavité buccale. L'idéal, c'est de référer chez un confrère, donc l'ORL, qui est le premier en général, qui est tout proche. L'ORL va faire lui aussi son diagnostic, va voir si la cause est à son niveau. Si ce n'est pas à son niveau, il va référer en ce moment-là au gastro-entérologue qui va en ce moment lui aussi regarder au niveau de son étage. Mais en général, quand on a parcouru tout ce processus, on arrive à trouver la cause réelle de la mauvaise haleine. D'accord. Et là, quelles sont les dispositions à prendre pour s'en débarrasser définitivement? Alors, je vais m'appesantir sur ma cavité, qui est mon truc. Alors, l'idéal, c'est la consultation chez le dentiste. C'est lui qui va déterminer est-ce que vous avez une carie. Parce que quand il y a carie, ça veut dire qu'il y a un trou dans la dent. Tout ce qui est alimentation va rester là-dedans. Il va y avoir une macération avec les bactéries anaérobies. Quelque chose d'une petite poubelle. Une petite poubelle. Voilà, exactement. Ça fait pas bien à entendre, franchement. Poubelle dans la bouche, mais quand même. Donc, on élimine tout ce qui est cavité. La deuxième chose, ce sont les maladies des gencives. Donc, la gingivite qui va s'aggraver en parodontopathie. Donc, ça va laisser un creux, un espace entre la gencive et la dent. Là aussi, pareil, les choses peuvent s'enfoncer là-dedans. Ça va macérer. On aura une mauvaise haleine. Donc, il faut déjà éliminer en fait, ces différents éléments au niveau de la cavité buccale. Être sûr qu'il n'y a plus de cavité, il n'y a plus de poubelle, où quelque chose peut s'enfoncer, macérer. Voilà. Et ensuite, à partir de là, en général, on arrive à éliminer la mauvaise haleine. Il faut noter aussi qu'il y a des mauvaises haleines qui sont des mauvaises haleines temporaires. C'est-à-dire que tu as consommé de l'oignon, tu as consommé de l'ail avant de nettoyer la cavité buccale. C'est des éléments qui se dégradent très très vite, qui vont donner des composés sulfurés très très vite. Donc ça va te donner une mauvaise haleine, mais qui sera passagère. Il y a également des boissons alcoolisées quand vous en prenez. Voilà, en fait. Voilà. Tout ça là, c'est des mauvaises haleines passagères. Donc on sait qu'on peut éliminer ça à partir d'un brossage ou un truc simple. Mais l'idéal, c'est vrai que c'est la consultation chez le dentiste qui va voir, il n'y a pas de cavité. On a parfois des cavités de caries qui ne sont pas toujours visibles. En fait, tu auras une sensibilité, mais ces cavités de caries peuvent se développer dans l'espace entre les deux dents. Visuellement, ça ne se voit pas. Avec une radio, on arrive à déterminer ça rapidement et on ferme ces différentes cavités. Donc,
Si c'est au niveau de la cavité buccale, on peut s'en débarrasser en fermant tout ce qu'il y a comme trou ou cavité. Maintenant, lorsqu'on en vient même aux astuces, le docteur Katraye en a parlé dans le reportage charbon, citron. Est-ce que ça résout réellement le problème? Parce que le phénomène aujourd'hui, c'est que pratiquement tout le monde a des chewing-gums dans la bouche ou des bonbons. Est-ce que ça règle le problème? Ça ne règle pas le problème, ça masque le problème, en fait. On a des sprays. On a des sprays contre la mauvaise haleine. Les gens en mettent dans la bouche 2 minutes avant un entretien. En fait, tout ça là, sert juste à masquer le problème. L'idéal, en fait, c'est de, comme je dis toujours, aller rechercher la cause du problème et pouvoir l'éliminer définitivement. Tous ces chewing-gums, des sprays, des bonbons, ça sert juste à masquer la mauvaise haleine et vous permet de tenir le temps de tenir. Voilà. Maintenant, parlons du charbon. C'est efficace? Le charbon, comme il a dit, c'est temporaire. C'est pareil, ça aspire en fait les mauvaises odeurs. Pareil, on le met au frigo quand il y a une mauvaise odeur dans le frigo. Le charbon a la propriété d'aspirer, mais ça ne règle pas mon problème en fait. Ça te permet d'être tranquille quelque temps. Et comment prévenir alors le mal? Alors, si c'est au niveau de la cavité buccale, l'idéal, c'est comme on le conseille, c'est une visite chez le dentiste 1 fois par an. Ça doit être systématique. Systématique. Quel que soit... Problème ou pas problème, la visite chez le dentiste 1 fois par an doit être systématique. Ça permet de voir venir tout ce qui est cavité encore de l'émail, tout ce qui est petite cavité, on voit venir, on le ferme assez vite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'hygiène bucco-dentaire, obligatoire. Le brossage du matin et du soir sont obligatoires. La nuit, on n'a pas de fluide salivaire, ce qui va faire que les aliments vont macérer beaucoup plus facilement dans la bouche. Même si vous vous brossez les dents le matin, vous n'allez pas arriver à éliminer tout ce qui s'est formé la nuit. Il y aura un résidu qui va persister toute la journée. Donc le brossage du soir, il est obligatoire. Le brossage du matin, obligatoire pour pouvoir éliminer en fait, tout ce qu'il y a qui s'est formé toute la nuit. Et ça dit qu'on peut se passer des brossages entre repas ou après les repas? Non, j'allais en venir. C'est l'idéal. C'est l'idéal. On n'a pas toujours la capacité, la facilité de le faire à midi. C'est pour ça que je dis le matin et le soir sont obligatoires. Ça, on sait qu'on a la capacité de le faire. Mais si vous pouvez faire celui de midi, vous serez encore plus à l'aise. D'accord. Et le choix de la brosse à dents, il y a également ça. Le docteur Katraye était passé sur ce plateau. Il a dit c'est selon votre état buccal. C'est selon votre état buccal. Mais aujourd'hui, au fait... Mais on va au marché, on achète juste ce qui nous convient. Non, aujourd'hui, au fait, ce qui est préconisé, au fait, c'est la brosse souple. Souple. La brosse souple. En fait. Quand ça ne brosse pas bien, voilà, c'est ça. Les gens vont te dire, mais je ne sens pas que ça frotte sur mes dents. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème qui se pose, c'est que faut pas oublier que dans la cavité buccale aussi, il y a la dent, mais il y a la gencive, qui est un tissu qui est fragile. Plus vous frottez sur les dents, plus vous traumatisez la gencive, en fait. Donc, la brosse dure, elle est bonne pour les dents, mais elle est très mauvaise pour les gencives. Même aujourd'hui, au fait, on est déjà arrivé dans les souples à avoir les souples, les hyper souples. Il y a même déjà 3 gammes dans les souples. Dans les souples, en fait. Oui. On a déjà arrivé à 3 gammes dans les souples. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est la brosse souple. On élimine complètement la brosse dure parce qu'à la longue, ça finit par traumatiser la gencive et ça crée d'autres problèmes. Alors, pour éviter tout ça, est-ce que les industriels, ceux qui fabriquent les brosses, ne vont pas tout simplement trouver un truc standard en matière de qualité de brosse et puis bon, je pense que l'industriel il ne réfléchit pas à notre bien-être. L'industriel réfléchit à combien il va gagner. À ce qui marche malheureusement en fait, c'est ça. Et comme dans le subconscient des gens, comme vous dites, la brosse dure, on sent que ça frotte. Ils continuent de fabriquer des brosses dures parce que ça coule en fait. Mais en réalité derrière, c'est pas l'idéal. Parce que vous savez, maman ou la grand-mère, c'est Tite Gandhi. Justement, avec la brosse souple, le Tite Gandhi, au fait, c'est la brosse, au fait, c'est les fibres de la brosse qui se tordent. C'est pas la gencive ni la dent qui prend, en fait, c'est la brosse qui prend. Plus tu vas frotter fort, plus c'est ta brosse qui va tordre, ce qui va faire que tu vas préserver les tissus au niveau de la cavité buccale. Mais pour avoir la bonne hygiène bucco-dentaire, est-ce qu'il y a une manière pour se brosser les dents? La meilleure manière,
c'est de se brosser du rouge vers le blanc en rotation. Ok. Pas une bouche, mais on verra ça dans un prochain reportage. Je le montrerai. Donc du haut vers le bas. Du haut vers le bas, mais en rotation. Ok. En fait. Ok. En rotation du haut vers le bas. Et en passant dent par dent, en prenant vraiment le temps de se brosser. Et quand on est en bas, du bas vers le haut. Du bas vers le haut, du rouge vers le blanc. Il y en a qui disent que en fait, ce qui dégage le plus quand vous n'avez pas un trou au niveau des dents, c'est surtout la langue. Ah ben voilà, j'en venais aussi. Les gens n'arrivent pas à brosser. Les gens, la langue se nettoie. Il y a des gratte-langues qui servent à nettoyer une langue. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec la brosse? Si la brosse est souple, oui. Si votre brosse est dure et que vous faites ça, en fait, vous allez tout traumatiser les bourgeons gustatifs. Okay. Si votre brosse est souple, oui, vous pouvez le faire. Mais sinon, c'est vrai, ceux qui ont les moyens, il y a des gratte-langues qui servent à nettoyer la langue qui ne coûtent pas grand-chose. Hein. En fait, ça coûte moins de 1000 francs, cette histoire. Et ça peut tenir 6 mois. D'accord. En fait. Et ça peut tenir 6 mois. Et parlant de la brosse elle-même, combien de fois il faut la changer? Alors, la brosse se change à partir du moment où les fibres sont tordues. Ouais. Tout le monde ne se brosse pas les dents avec la même vigueur, avec la même force. Okay. Vous changez votre brosse à dents lorsque les fibres sont tordues. Tout simplement, il n'y a pas une périodicité. Il n'y a pas une périodicité parce qu'on n'a pas la même vigueur. Donc ce qui va se tordre chez moi en 3 semaines peut durer 2 mois chez quelqu'un d'autre parce qu'on ne brosse pas avec la même force. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que si tout ça est respecté, on va éviter la mauvaise haleine lorsque c'est lié à la cavité buccale. Exactement. Merci beaucoup, docteur David Diossou. Vraiment, c'était un plaisir. Et on dirait pas qu'on parlait de la mauvaise haleine. Franchement, c'était dans une bonne humeur. Allez, nous allons continuer avec cette information qui est une bonne nouvelle pour les uns, mais mauvaise nouvelle pour les autres. On verra bien cette loi votée sur le bail par l'Assemblée nationale. C'est cela que nous allons parler avec l'expert. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la loi sur le bail. Vous le savez, le Parlement béninois a adopté le 24 avril dernier la loi portant un régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Alors, bonne nouvelle pour les uns, mauvaise nouvelle pour les autres. Beaucoup de commentaires. Et sur le grand rendez-vous, nous avons appelé un spécialiste. C'est un juriste et il a bien sûr pour nom M. Louis Kokou Gbewetou, juriste. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, plaisir pour moi. Par rapport à cette loi votée par l'Assemblée nationale, pour vous, juriste, est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Moi, je dois d'abord dire que je suis heureux que ça soit une loi qui est passée par une proposition de loi, parce que ça veut dire que les députés ont à cœur les préoccupations de leur population ou de leur mandat. Parce que si c'était un projet, on pourrait se demander mais qu'est-ce que les députés font pour ne pas se préoccuper autant des citoyens alors qu'ils vivent parmi ces populations. Donc, c'est déjà bien que ça soit une proposition. Par les... Voilà, c'est porté par un député. Okay. Bon. Maintenant, je pense que la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne parce que lorsque vous prenez la proportion de gens qui sont locataires, c'est certainement plus élevé que ceux qui sont propriétaires. Et tout le monde passe toujours par être locataire avant de devenir propriétaire. Donc, si on peut considérer la majorité des gens, on peut dire que la nouvelle, elle est bonne du côté de la majorité. De la majorité. Ouais. Voilà. Plutôt que du côté de la minorité. Voilà. Alors, la toute première information sortie de cette loi que beaucoup ont eu donc à répéter, c'est lié bien sûr à la caution qui est fixée à 3 mois maximum. Vous trouvez ça raisonnable? Bon, je trouve ça raisonnable. Et puis, avant d'aller à la caution, il faut dire que l'article 58 de la loi là a dit que on doit calculer en fonction de la valeur de l'immeuble, la valeur de l'immeuble, et lui appliquer 8%. Ça, c'est la première étape. Et il y a une disposition qui dit qu'en aucun cas, cela ne peut dépasser le 12e. C'est-à-dire que, je vous explique, je vous donne un exemple. Si la valeur de l'immeuble est 5 millions, très bien. Donc, on fait 5 millions divisé par 100 fois 8.
je crois que ça doit donner environ 200 000. Oui. D'accord? Bon, si c'est 200 000, on divise par 12. Ça doit faire environ 33 333. D'accord? C'est bien d'avoir fait le calcul, mais du fait que la disposition, du fait que cet alinéa dit que cela ne peut dépasser en aucun cas, d'accord, le 12e, ça veut dire qu'on ne va par exemple pas arrondir à 35 000. Oui, on ne va pas arrondir à 35 000, mais on ira en bas. On peut arrondir à 32 000. À 32 000. On peut arrondir à 33 000, mais puisque la disposition dit en aucun cas ne doit dépasser, donc ce n'est pas la peine d'aller au-dessus. Au-dessus. D'accord? Là, c'est le premier palier. Voilà. Maintenant, lorsque vous finissez tout ce calcul, à supposer que c'est fixé à 32 000, la caution que le propriétaire doit prendre, c'est 3 mois, c'est-à-dire 32 000 fois 3. Pas plus. Pas plus. Pas 4 mois, pas 2 mois, mais 3 mois. Donc ça, c'est les deux paliers qu'on peut dire. L'interprétation, disons, l'esprit, ça c'est l'esprit de la loi. De la loi. Voilà. Mais quand on regarde un peu comment est-ce que tous ces calculs ont été faits, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y aura pas un problème d'amortissement qui va se poser par rapport aux bâtiments, aux immeubles? Parce que l'immeuble construit en 2018 n'a pas le même coût que ce qui a été construit en 2015 ou 2004, par exemple. Voilà, justement, parce que c'est là qu'interviendra peut-être un expert, c'est vrai qu'on n'en a pas assez. C'est-à-dire qu'il faut évaluer la maison, pas au moment où on l'a construite, mais au moment où on veut intégrer. On veut intégrer. C'est ça. Donc, si c'est une maison toute neuve, évidemment, si c'est une maison qui est construite aujourd'hui, c'est peut-être plus cher qu'une maison qui est construite il y a depuis 10 ans. Oui. Donc, il y aura des éléments qui seront pris en compte par rapport à la valeur. Lorsque vous venez prendre un bail ou bien vous voulez acheter quelque chose, même si c'est un véhicule, c'est en fonction de la présentation de ce véhicule. Donc, on évalue à peu près cet objet-là, à combien ça peut être au moment de l'achat. Et c'est à cette base-là que peut-être le contrat de vente peut être, bien le contrat de location peut être fait. Donc, c'est au cas par cas, c'est en fonction du bâtiment. Bon, c'est vrai que le propriétaire pourrait dire, moi, mon bâtiment est construit il n'y a pas longtemps et c'est une telle valeur, il peut surévaluer. Le problème qui va se poser, c'est peut-être de voir quelle est la valeur réelle de ce bâtiment au moment où le bailleur veut prendre en compte. Encore que cette loi a créé déjà une commission nationale d'évaluation des immeubles. Voilà, donc il faut forcément évaluer. C'est après l'évaluation que le problème qui va se poser, c'est peut-être, bon, certains avec qui j'ai eu à discuter ont dit, bon, le propriétaire peut dire, ben, si c'est ça, moi je ne loue pas. Je ne loue pas, ben... Parce que si on évalue le bâtiment ou l'immeuble en dessous, lui peut dire, bon, moi je me suis échiné à construire et je ne peux pas qu'on évalue cet immeuble à un montant plus bas. Donc c'est peut-être là que les discussions pourront peut-être échapper et puis le problème pourrait se poser. Sinon, s'ils sont bons citoyens quand même, si chacun est passé par là, il faut quand même un peu de bémol pour comprendre que, bon, c'est le locataire d'aujourd'hui qui devient le propriétaire de demain. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces dispositions-là, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez discuté avec des propriétaires qui ont dit qui risquent de ne plus louer leur maison, peut-être quelqu'un d'autre peut venir avec beaucoup de moyens pour dire, écoute, la loi est là, mais contournons pour que je puisse quand même avoir accès Monsieur le journaliste, à ton bâtiment. Je vous remercie d'avoir lever ce coin de voile parce que, justement, excusez que vous m'excusez, ceux qui sont venus de l'étranger, qui ont un peu plus de moyens, notamment les Ibo, eux, ils sont prêts à payer plusieurs mois, ils sont prêts à payer plus que ça. Il y a quelques années, lorsque j'étais en formation dans un cabinet d'avocats, et nous avons eu des gens qui sont venus se plaindre à nous comme ça, en disant que, bon, eux, ils voulaient prendre telle location, c'était dans la zone du marché d'Antokpa, c'était dans la zone, en tout cas, dans la zone de Bissebo et autres là. Donc, eux, ils étaient prêts
ils s'étaient même entendus avec le propriétaire. C'était du bail à usage commercial. Donc, ils étaient prêts à payer. Quand des hiboux sont arrivés, ils ont pratiquement doublé et ils ont même augmenté le nombre de choses. Oui. Et du coup, ils n'ont plus eu. Alors, donc, il va falloir réfléchir à comment concilier les deux. Est-ce que le propriétaire est tenu, bon, disons, de contracter avec qui il veut, en location de bail, ou bien est-ce qu'il est tenu de respecter, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la provenance du locataire, est-ce qu'il est tenu de respecter ce montant qui a été fixé, puisque une loi, c'est une loi, elle est faite pour être respectée. Donc, c'est un petit peu... Or, de l'autre côté, c'est en matière contractuelle, ce sont les deux personnes au contrat qui s'entendent, puisque c'est une convention. Bon, c'est là où la limite du respect de la loi pourrait se poser. Parce que si on doit calculer, on doit évaluer c'est pas les immeubles, et on risque d'avoir des immeubles qui à la fin, en tout cas au bout d'un certain nombre d'années, mais on va dire tout simplement que ces immeubles-là n'ont plus de valeur. Je comprends, parce que parfois, lorsque vous allez dans les quartiers périphériques et autres, vous voyez le bâtiment qu'on veut mettre en location, franchement, vous vous dites, peut-être que la fenêtre, c'est 100 fenêtres, ou bien... La fenêtre date de l'autre siècle. Et pendant ce temps, il dit qu'il veut louer ça à 20 000. Une chambre de salon. Alors, donc, ça, au moins, on pourra lui faire toucher du doigt pour dire, écoute, monsieur le propriétaire, voilà, ton bâtiment là, ça n'a plus de valeur. On ne peut pas mettre ça à 20 000 francs le mois quand même. Donc, en ce moment-là, peut-être il pourrait revenir à la raison. Mais peut-être difficilement, mais ils finiront par les louer puisqu'ils ne vont pas les garder. Alors, il vaut mieux prendre 4 que de ne rien prendre. Donc, quand à un moment donné, ils vont faire de la résistance, ils verront que les bâtiments sont là, personne n'y habite, ils finiront pas céder en disant bon, il vaut mieux prendre quelque chose que de ne rien prendre. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut prendre des dispositions pour une fixation efficace du coût des immeubles? Moi, je crois que c'est mieux. Et je félicite et je remercie. Je crois que c'est le député Akenatonde qui a proposé ça. Moi, je pense qu'il a bien réfléchi parce que c'était devenu exagéré. C'était devenu exagéré parce que parfois, vous vous trouvez dans des maisons à Calavi, on vous dit c'est 30 000, c'est 35 000. On ne sait même pas sur quelle base. C'est 50 000, c'est 60 000. Alors, une chambre, un salon, on vous dit c'est 50 000. C'est 50 000. Ou bien 40 000 pour le fonctionnaire béninois. Je crois que c'est peut-être en fonction de tout ça que les députés ont fixé ce montant, parce qu'il faut voir quand même, c'est par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au SMIC, par rapport à ce que chacun gagne dans le pays. Si on est dans un pays où les gens gagnent, je ne sais pas, 500 000 ou 5 millions le mois, ça aurait été différent. Donc, c'est proportionnellement au coût de vie du Béninois moyen, comme référence, que les députés auraient certainement fixé ce montant. Alors, est-ce que déjà, au niveau des matières premières qui composent vraiment la construction, est-ce qu'il y a déjà une réglementation par rapport au prix? On a vu l'actualité, le ciment qui a augmenté de prix, et on ne sait même pas pourquoi. Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore réagi par rapport à cette situation. Mais si on ne fixe pas, par exemple, le prix, il n'y a pas de réglementation il n'y a pas de test qui encadre le prix de la matière première. Comment est-ce qu'on veut évaluer alors les immeubles? Je crois que peut-être de ce point de vue, le gouvernement pourrait voir comment fixer les taxes sur les matières qui contribuent à la construction d'une maison. Peut-être on pourrait voir ça. Et ce que je vous fais constater aussi, lorsque je réfléchis par analogie, lorsque vous prenez les transports en commun, si le carburant monte à 400 francs, 450 francs le litre, et ils ne reviennent pas, bon, ils prennent toujours le même montant. Donc, moi, je crois que c'est une question d'équilibre. Le jour que, si les frais de construction ou les frais de matériaux de construction augmentent, peut-être qu'un jour, ça va diminuer. Mais lorsque ça va diminuer, ils ne vont pas dire de revoir la loi pour faire chose. On ne construit pas tous les jours. Bon, donc, on construit pour quand même... Il y en a chaque jour, quelqu'un va construire. D'accord? Même si... celui qui a construit aujourd'hui ne va pas de nouveau construire. Enfin, je suppose, il y aura toujours des gens qui vont construire et je crois que l'équilibre va se faire. Je suis d'accord, on pourrait voir
toujours dans le social, parce que ça, c'est une loi sociale. Toujours dans le but d'alléger les peines des populations. Bon, on pourrait voir, disons, pour rester en conformité avec l'esprit de cette loi-là, voir comment diminuer, disons, les prix des matériaux de construction pour que le coût, au final, ne soit pas si élevé. Parce que c'est une question de liaison, c'est une question de relation. Si le coût de construction est élevé, lorsqu'on doit faire le quotient, on aura fait tout le calcul, le nombre de... Enfin, le montant du mois aura augmenté. Ça risque d'augmenter, parce que vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat, du SMIC et tout le reste. Si on doit évaluer le coût des immeubles par rapport à cela, par rapport à la matière première et tout... Peut-être en amont, il faut faire de telle sorte que le coût de construction ne soit pas élevé. Et en même temps aider la population qui souhaiterait bien prendre une location à coût raisonnable. À coût raisonnable. Alors, dès que cette loi, le vote de la loi a été donc annoncé, on a constaté qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y en a même qui disent que les propriétaires risquent de dire, bon, écoutez, ma maison n'est plus à louer, vous pouvez aller louer chez la loi et tout le reste. Mais comment faire alors pour concilier les deux parties autour de l'application? L'analyse que je fais, in stracto, c'est que il arrive souvent que le locataire, dans le contrat de bail, on dit que le loyer doit être payé le 5 du mois suivant au plus grand tard. Alors, si on contraint le propriétaire à fixer un montant de loyer, le problème qui va se poser, c'est que le 5, il va commencer par se promener devant la chambre du locataire, et s'il lui faisait des concessions au moment où il était libre de fixer le prix, peut-être qu'il ne ferait plus de concessions, puisqu'il dira, bon, comme c'est la loi qui t'a fait fixer ce montant, eh bien moi, j'applique la loi, j'applique la réglementation, j'applique à la lettre le contrat que nous avons signé qui stipule que le 5 au plus tard de chaque mois, tu dois me payer le loyer. Et en ce moment-là, lui va peut-être chercher à l'application stricte de ce contrat-là pour dire, bon, vous n'avez pas payé le loyer jusqu'au 5, donc moi-même, je suis obligé de respecter. Comment faire alors pour que la monnaie puisse rayer? Moi, je crois que c'est la sensibilisation. Il faut la sensibilisation, il faut vulgariser autant que possible cette loi-là. Les mêmes députés qui nous ont proposé cette loi doivent retourner sur le terrain pour sensibiliser les gens, pour leur dire, bon, voilà, c'est une nouvelle loi, ce n'est pas contre vous, c'est juste pour permettre à ce que chacun puisse vivre en harmonie. Bon, on n'emporte pas dans sa tombe une maison. Moi, si je suis propriétaire d'une maison, bon, je ne vais quand même pas tout exiger pour dire, bon, puisque en l'entame, je vous ai dit que c'est le locataire d'aujourd'hui qui devient propriétaire. Et tout le monde est passé par là. Il faut que la logique la soit. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Louis Kokou Gbewetou. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs, surtout de vous prononcer sur ce sujet d'actualité. Dans notre palais de culture ce soir, nous parlons de la culture Fulbe. Mais pour illustrer le sujet, nous vous amenons dans ce milieu, dans cette grande cité, voilà, estudiantine, pour voir comment est-ce que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi s'imprègnent de leur culture, valorisent cette culture-là, chacun selon, bien évidemment, ses origines. Regardez ce reportage signé Jouerat. Campus de l'université d'Abomey-Calavi, le caractère cosmopolite de ce lieu du savoir s'élargit à la culture. C'est le groupe Gombe des étudiants Idacha de l'université d'Abomey-Calavi. L'université est constituée de 8 différentes sessions. Nous faisons de la danse traditionnelle, de la danse moderne comme on appelle la chorégraphie, les arts plastiques, la couture, la coiffure, la musique moderne et le théâtre. Des étudiants restés connectés à leurs racines culturelles, de jour comme de nuit. La vigueur dans le mouvement, des pas typiques du Bénin. Pour nous,
Notre culture, c'est ce que nous avons de chez nous. Donc ce que nous avons de chez nous, c'est les danses traditionnelles. Donc c'est pourquoi nous tenons assez à les valoriser. Une région sans identité est une région perdue. Alors, le Goumbé, c'est le rite authentique spécial de Idacha. C'est pour cela que nous sommes intéressés au Goumbé. Je ne peux pas faire par exemple la salsa que les Espagnols. Je ne peux pas faire du hip-hop que les Américains. Je ne peux pas faire les danses contemporaines que les Français. Donc ça, c'est ma culture. Je peux vendre mieux ma culture à l'extérieur. Je peux me faire voir à travers ce qui vient de chez moi. Le Goumbé, le Sakbata, le Tipenti, le Fambiéfé ou encore le Ronga-Akoron ne sont pas les seules danses qu'exercent ces étudiants danseurs. Il y a également le Zeni, le Bolojo, le Kopiako et bien d'autres exécutés par des troupes de danse traditionnelles de l'UAC et l'ensemble artistique et culturel des étudiants, EACE. Une organisation créée il y a 40 ans qui a permis à plusieurs artistes confirmés de forger leurs premières armes. Il y a beaucoup de personnes que je peux oublier. L'actuel directeur du FITEB, Eric et Hector Rompé, c'est un produit fini de l'UACE. L'actuel directeur même du Ballet national, Marcel Zouno, c'est un produit fini de l'UACE. À Kinza, il a fait l'UACE. Et Don Metok, il a fait ici. Et Thompson, il a fait l'UACE. Composé d'étudiants issus d'universités publiques comme privées, le ACE a représenté le Bénin dans plusieurs événements culturels sur le plan local et à l'extérieur. Pour la génération actuelle, le bon fonctionnement requiert davantage de moyens. Nous ne demandons pas de l'argent, mais s'ils peuvent nous trouver ces matériels de travail, bon, on s'en passe, on va toujours continuer à valoriser notre culture. Il vous faut de matériel pour travailler, il vous faut de matériel, par exemple des tam-tams, des cascanettes, des gants et autres pour former les étudiants. Mais sans ces matériels-là, vous ne pouvez rien. Dans un Bénin sans véritable école d'art, le ACE mérite de vivre encore pour une jeunesse connectée à ses racines culturelles et qui participe au développement du Bénin. Retour en plateau avec Issa Seibo, c'est ça, hein? Oui, c'est Seibo Issa. Seibo. Voilà, Seibo Issa. Ouais. Il est le président de l'association des étudiants Fulbé de l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons nous parler de votre culture, la culture Fulbé. Quand on dit, on parle de la culture Fulbé, c'est quoi en réalité? Lorsqu'on parle de la culture Fulbé, il faut voir par là, c'est l'ensemble des traits caractéristiques qui définissent l'ethnie Pulo. L'ethnie? L'ethnie Pulo. Pulo. Pulo qui veut dire l'individu Peul. Ok, l'individu Peul. Donc la culture Fulbé, c'est l'individu, ce sont les Peuls. C'est l'ensemble de ces caractères-là qui définissent cet individu-là qui est appelé Pulo. C'est-à-dire sa façon de s'habiller. D'accord, c'est que lui, il considère comme du bon, même si l'autre ne le voit pas comme ça. D'accord, sa façon de se marier, de faire le baptême, etc. Donc, tout, même sur le plan culinaire. Donc, il y a ce que le Peul mange et qui est propre à sa culture. Par exemple, quand on prend la bouillie avec le lait de vache, ce n'est pas tout le monde qui le prend tous les jours. Or, le Peul, ça, c'est propre à lui. Lui, quand il prend ça, c'est comme si quelqu'un prenait de l'eau. Il boit, donc ce n'est pas quelque chose qui lui est... Ça ne sera pas, par exemple, quand le peuple prend la bouillie avec le lait de vache, ce n'est pas une fête. Alors que chez l'autre, c'est ça, donc c'est quotidien, c'est son quotidien. Vous le verrez, par exemple, le peuple avec sa tenue bleue, d'habitude, d'accord, derrière ses animaux, ça, c'est propre à sa culture. Vous verrez le peuple avec des tatouages faits à base de certains produits noirs avec les aiguilles, tout ça là. Oui. Donc c'est fait et au niveau du visage, on fait ça un peu partout sur le corps, on peut le faire. On ira beaucoup plus en détail sur ces traits caractéristiques de la culture Fulbé tout à l'heure, de l'individu Peul. Mais pour le moment, on va donc au journal avec Nadège Sanni qui est déjà en place pour nous faire part donc, de l'actualité de ce jour. C'est le 19h45.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Nouveau système de gestion des camions au port de Cotonou, la nouvelle équipe vise plus de fluidité et de rapidité. Un consultant en économie de transport et assurance nous éclaire dans cette édition. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme hier 25 avril, occasion pour les acteurs de la santé de faire le point des avancées et perspectives en matière de lutte contre cette pandémie qui continue de faire des milliers de décès. En Philippines, une île très visitée et appréciée des touristes sera fermée pour 6 mois. Les raisons de cette fermeture sont essentiellement liées au non-respect des règles d'évacuation des eaux usées par l'industrie hôtelière. Au port autonome de Cotonou, la gestion des camions est désormais régie autrement. La nouvelle équipe vise plus de fluidité et de rapidité. Le consultant en économie de transport et assurance nous présente les avantages du nouveau système de gestion des camions au port de Cotonou. Donatien Falola d'Estonia Bigo, Ulvaïus Balogo. Comment désengorger le port et la ville de Cotonou en gérant au mieux les flux des entrées et des sorties des camions? Cette problématique continue d'être au centre des préoccupations malgré les réformes engagées par les autorités portuaires. Mieux, selon les nouvelles réformes, les entrées et sorties des camions se font désormais conformément à une procédure stricte et informatisée. Nous avions remarqué pas mal de changements par rapport à cette gestion. C'est-à-dire que ne rentre pas dans l'enceinte du port avec un camion qui veut, mais qui dispose donc du fret. Autrement dit, si vous voulez rentrer dans le port de Cotonou aujourd'hui, il faudrait nécessairement que vous vous rassurez que vous allez chercher une marchandise dans l'enceinte du port. Et pour y aller chercher la marchandise, il y a des conditions à remplir. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'enceinte du port, vous n'allez plus voir les apprentis chauffeurs se promener. Vous n'allez plus voir un camion qui rentre dans l'enceinte du port sous prétexte qu'il va peut-être errer dans les airs du port. Un protocole simplifié, informatisé qui fait école dans la sous-région avec comme principe l'utilisation des titres d'accès pour pouvoir accéder à l'enceinte portuaire. Un énorme pas vers la décongestion, mais des goulots d'étranglement persistent. Quand il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Vous savez, c'est dans le but toujours d'améliorer les choses. Mais ceci étant, nous sommes confrontés à des difficultés. Il y a d'abord des difficultés d'ordre informatique. Ça se fait déjà, mais toujours est-il qu'on peut améliorer cette forme d'informatisation des choses. S'il est vrai que le port autonome de Cotonou est un instrument important pour la promotion de l'économie du Bénin, un bon suivi du flux généré par les opérations de chargement et de déchargement des camions s'avère donc indispensable. La communauté internationale a célébré hier 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était l'occasion de faire le point des avancées enregistrées et des perspectives en la matière. Rodrigue Blondoumé, Peggy Badizi. Passé de plus de 2000 cas de décès en 2015 à environ 1700 en 2016, le taux de mortalité lié au paludisme a nettement diminué au Bénin selon les statistiques du ministère de la Santé. En termes de l'état de lieu de situation du Bénin, nous pouvons dire que, à l'instar des autres pays de notre sous-région, des efforts ont été effectués au Bénin et l'incidence globale de la maladie tourne autour de 14%. 14% aujourd'hui, on a noté une tendance à la baisse des cas de paludisme grave dans les provinces sanitaires au niveau des hôpitaux. Tout ce qui a été documenté au Bénin, on note une régression, mais la vitesse n'est pas celle que nous escomptons. On peut dire, à l'instar de plusieurs autres pays, cette baisse est quand même considérable et liée aux différentes interventions que nous avons déployées sur le terrain. Malgré les avancées et dans un pays à risque comme le Bénin où le vecteur peut piquer tous les jours, des poches de résistance subsistent, notamment dans les 4 départements du Nord. Tous les départements du pays sont à risque. Actuellement, nous avons plus de cas et de décès dans les 4 départements du Nord que les autres départements du Sud. Ce qui justifie par exemple le fait que nous avons déployé la population domiciliaire dans le département du Nord.
Ce qui justifie aujourd'hui que tout ce qu'il y a comme ressources, on a déployé beaucoup d'autres interventions pour accompagner le nombre élevé de capacités que nous avons dans le département du Nord. Et tout le pays est à risque. Ça suppose quoi? Si la transmission est stable dans le pays, il faut que les mesures de protection soient des mesures qui répondent favorablement à ce que nous avons comme transmission ou faciès épidémiologique de la maladie dans le pays. La lutte contre le paludisme est une lutte pour tous. Même si ce mal continue de faire des victimes, on peut le prévenir. La stratégie principale qui est la lutte antivectorielle, la lutte contre le vecteur. C'est dans cette lutte contre le vecteur que nous avons la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous avons la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent qui est en cours actuellement dans les régions, dans le département du Nord. Et nous avons les mesures d'accompagnement. Tout ce que nous avons comme communication adaptée pour permettre à nos populations de se rendre compte qu'en fait, la lutte contre le paludisme doit être une lutte individuelle avant de devenir une lutte collective et nationale. Personne ne peut venir chez quelqu'un pour dire « viens dormir sous moustiquaire ». L'État met en place les outils, l'État met en place les stratégies et dit « voici ce qu'il faut faire ». Et donc, c'est l'occasion, aujourd'hui encore plus que jamais, d'attirer l'attention des uns et des autres que c'est une lutte. Autant que nous sommes, les 11 ou les 12 millions de Béninois doivent s'engager pour aller vers cette lutte. Et c'est ce qui se traduit par l'engagement de l'OMS qui, cette année, dit « prêt à vaincre le paludisme ». C'est un appel qui est lancé aux États. Bientôt expérimental dans 3 pays de la sous-région, le vaccin contre le paludisme est déjà disponible. Je pense qu'actuellement, l'OMS a publié, même pour la journée d'aujourd'hui, le premier vaccin candidat qui a fait ses preuves pour 3 pays. Oui, nous avons Malawi, Kenya et le Ghana qui sont les 3 pays qui sont programmés très prochainement pour cette phase. Cette phase expérimentale ouvre ainsi la voie à une lutte efficace contre le paludisme. Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, c'est une parution littéraire, un livre coécrit par les professeurs Mohamed Chérif Din Raimi et Moïse Laleye. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu hier mercredi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Pour les 2 auteurs, le système du CAMES doit être revu. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Les habitudes peuvent avoir chez un homme une influence directe sur le vécu quotidien. Avoir de mauvaises habitudes peut alors générer bon nombre de situations peu confortables. Il importe alors de savoir s'en détacher afin de mieux s'en préserver. Marcel Effon est coach en développement personnel. Il s'en explique au micro de Benol Djokbe et Jennifer Sativi. Une habitude est mauvaise lorsque vous faites quelque chose que vous répétez, mais qui ne vous permet pas d'avoir le résultat que vous désirez. À partir de ce moment, vous pouvez dire que l'habitude est mauvaise. L'habitude est mauvaise parce qu'elle ne vous permet pas d'avoir le résultat que vous désirez. Ce qui peut faire que la même chose, la même répétition que vous faites, qui vous conduit à un mauvais résultat, quelqu'un va dire « cette chose-là est la bonne habitude pour moi parce que le résultat que lui désire, le comportement correspond très bien à ce résultat. » Malheureusement, c'est très difficile lorsque une habitude est déjà installée, ancrée et dynamisée. Avant que vous puissiez enlever une habitude, c'est comme dessoucher un arbre. Lorsque vous avez l'arbre là et que les souches ne sont pas enlevées, quand vous coupez la tête de l'arbre, on ne voit plus l'arbre, mais quelques jours après, ça recommence à faire des bourgeons parce que la racine continue d'être alimentée. Donc une habitude a d'abord des racines. Quelque chose que vous avez commencé à faire, vous l'avez fait de manière anodine un jour. Alors, à force de le répéter, ça commence à mettre en place des enracinements et plus tard, les racines sont tellement fortes, ont créé des ramifications avec tellement de sels minéraux qui nourrissent cet arbre et qui font que dessoucher cet arbre devient la chose importante et urgente à faire pour que ça ne continue plus à sortir des fleurs, à sortir des feuilles. Les habitudes sont pareilles. Quelqu'un, comme je l'ai dit dans beaucoup de séminaires que j'ai animés, à l'endroit des gens qui sont passionnés de changer d'habitude, de produire davantage de résultats, je leur ai tout le temps dit, avant de changer une habitude, il faut que vous posez la question, dans quelles conditions j'ai pu alors prendre cette mauvaise nouvelle habitude. Et vous allez vous rendre compte que le jour où vous étiez en train de faire pour la première fois ce que vous appelez nouvelle habitude aujourd'hui, ce jour-là, vous avez créé une image positive à cette habitude.
S'il y a un accessoire de beauté si indispensable que la plupart des femmes n'aiment pas s'en passer, quel que soit le prix, c'est bien évidemment le bijou. Que symbolise-t-il pour la femme? Suivez ce reportage réalisé par Amitié Sagwidi, Claudia Kiki et présenté par Rocco Relien. Accueillez-nous. Tout comme le sac et la chaussure, le bijou, accessoire de beauté, est un petit objet de parure qui rehausse le style vestimentaire de la femme. Il lui confère aussi sa féminité depuis la petite enfance. Quand tu t'habilles sans bijoux, regarde-toi. Quand tu mets tes bijoux, regarde-toi. Je suis ici maintenant, si je n'avais pas les bijoux, tu vas me prendre pour un garçon. Depuis la naissance d'une fille, elle commence par utiliser les bijoux, on doit lui percer des oreilles. Ici au marché d'Antopa, plusieurs types de bijoux à prix différents, allant de 100 francs à plus de 100 000 francs CFA, sont vendus dans ces boutiques. Et la demande varie en fonction du goût de la clientèle. Nous avons plusieurs marques de bijoux. Il y en a sur plusieurs formes. Vous pouvez trouver même les bijoux à 500 francs. Le complet pour la femme. Mais ça dépend de sa dureté. Pour se rendre plus belle, élégante et séduisante, la femme choisit ses bijoux en tenant compte du lieu où elle se rend ou de l'événement auquel elle est invitée. Je ne peux pas sortir sans collier ni boucle d'oreille. J'en mets en fonction de là où je vais, puisque les bijoux rehaussent l'élégance et la beauté de la femme. Chaque sortie de femme a une sorte de bijou qui correspond. Et à chaque fois qu'elle doit aller au marché, aller prendre des enfants à l'école, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit aller au service, il y a des bijoux qui conviennent. La femme qui doit se marier a son style de bijoux. Tu veux aller au dehors là maintenant, le bijou que tu vas porter là, c'est différent. Tu veux aller à une fête simple, c'est différent. À une grande manifestation aussi, c'est différent. Si je vois ton visage maintenant, je sais le motif qui peut t'aller. La qualité que tu peux porter, ça va te sier. Moi, je vais te faire le choix. Ça dépend de ta poche. Bijou, c'est la femme. Le bijou, c'est le trésor d'une femme. La beauté, quoique naturelle, pourrait être révélée à un prix. Un prix que les femmes, pour faire ou se faire plaisir, n'hésitent souvent pas à débourser, tout en exigeant des bijoux de qualité. Aux Philippines, une île très fréquentée par les touristes qui faisait le charme de la ville se transforme peu à peu en dépotoir, une situation qui oblige le gouvernement à mener des actions radicales pour arrêter l'ampleur du désastre. Reportage. Une île des Philippines, destination prisée dans le littoral, sera interdite d'accès aux touristes pendant une durée de 6 mois. L'annonce a été faite par les autorités gouvernementales selon qui 195 commerces et 4000 particuliers de l'île n'étaient pas connectés au réseau d'égouts, ce qui a engendré la transformation en fosse septique des eaux cristallines de cette île minuscule et de ses plages de sable blanc. Cette île accueille chaque année environ 2 millions de touristes et génère $1 milliard pour l'économie philippine. Le gouvernement, par le biais de son porte-parole Harry Roque, aurait annoncé sur un réseau social que cette interdiction s'appliquerait à compter du 26 avril, sans donner de détails. La population s'inquiète. Cette décision pourrait mettre en péril les emplois de milliers de personnes travaillant sur ce qui est un des joyaux touristiques de l'archipel. L'île, qui abrite déjà plus de 500 hôtels, emploie 17 000 personnes, sans compter les 11 000 employés du secteur de la construction qui travaillent sur de nouveaux projets. Certains experts s'étonnent cependant de la fermeture de l'île de 10 km² située à 300 km au sud de Manille, d'autant que le gouvernement vient de donner son feu vert au géant macanais Galaxy Entertainment pour la construction l'an prochain de nouveaux casinos et complexes hôteliers à $500 millions. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à 12h45. Oui, on se retrouvera également à 19h45 pour le grand rendez-vous Nadège Sani. Merci. Et là, bon, vous comprenez, on revient tout simplement en plateau avec le vice-président de l'association des étudiants Fulbe de l'université d'Abomey-Calavi, Sebo Issa. On retient donc que lorsque, par exemple, le Peul, la personne Peul prend de la bouillie et du lait de vache tous les jours, que cela n'est pas
extraordinaire, c'est de son quotidien. Et vous citiez aussi d'autres caractéristiques de la culture Peul. Oui, d'autres caractéristiques. Nous avons par exemple la façon, le mode de vie. Le Peul qui est un nomade. Il est un nomade parce qu'il est un éleveur, c'est un berger. Donc les animaux, il les suit. Qui parle d'animaux parle de nourriture. Donc il va suivre ces animaux en fonction des périodes. Si ce que les animaux mangent, donc le pâturage, et quelque part, lui, c'est là-bas, il ira. Il ne reste pas quelque part parce qu'il est ami de quelqu'un, non. Lui, son problème, ce sont ses animaux. Ce sont ses animaux. Donc, ses animaux. Donc, son intérêt sont ses animaux. Donc, il les suit en fonction de la saison. Donc, il sera l'endroit où la vie de ces animaux ne sera pas menacée. Donc, c'est ça, en fait, la raison principale de ce caractère-là, le mode de vie de nomade. Donc, après ça, par exemple, nous avons les danses que nous avons, d'accord? Nous avons nos danses. Par exemple, il y a une danse qu'on appelle gogueru dans la langue. On appelle comment? Gogueru. Gogueru. Oui, gogueru, c'est un genre de guitare qu'on tire et qui laisse passer un son. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, le type chante et il y a les calebasses qu'on tape autour. Et puis après, nous avons Fourano qui n'est rien d'autre que, on dit flûte, non? Une flûte. Flûte, oui. Voilà. Il y a le flûte Peul. C'est ça, donc il y a ça carrément. Donc, c'est un truc qui est propre au Peul. Par exemple, lui, quand il se retrouve dans la brousse derrière ses animaux, d'accord, il n'a pas un ami avec qui il parle. Donc, avec sa flûte, donc, il va émettre des mélodies. Donc, il voit ses animaux qui mangent, il est content. Donc, il faut chanter, il faut s'enjailler. Donc, voilà sa façon de ne pas se sentir, par exemple, isolé dans la brousse. Il a ses animaux, il a sa musique autour de lui et ça passe. Tranquille. Tranquille. Alors, toute cette culture sera valorisée à travers les journées culturelles de la culture Fulbe, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. À l'université d'Abomey-Calavi. Alors, comment vous vous retrouvez ensemble? Vous continuez toujours de prendre de la bouillie avec le lait de vache au campus? Ah oui, mais chez nous, par exemple, c'est devenu presque une fête parce que nous n'en avons pas tous les jours. Voilà. Donc, quand nous avons la chance de trouver le lait de vache, mais venez nous voir ici, c'est une très bonne fête parce qu'on se dit, mais on est à la maison là. On est à la maison. Est-ce ça dit qu'il y a des parents qui vous amènent Oh non, bon, comme il y a des peuls un peu partout là, donc, et même comme ici la ville est assez grande, donc ils ne se retrouvent pas à tous les endroits, donc on est obligé d'aller vers les zones où ils sont pour pouvoir avoir le lait là. Donc le jour qu'on a ça, mais on se retrouve à la maison et ça passe. Et ça passe très bien. Oui, en tout cas, vous allez nous inviter. Et donc, il y aura du lait de vache. Bien sûr que oui. Il y aura parmi les mets que nous avons prévus, il y aura notre bouillie là, qu'on appelle boiri. Ce n'est pas du tout la même façon. Quand on dit la bouillie chez le Peul, ce n'est pas la même façon que la bouillie que nous avons l'habitude de prendre tous les matins. Non. Parce que le Peul, par exemple, il n'amène pas sa bouillie au moulin. Non, c'est pilé à la main. Donc, il y a des étapes qu'on suit. Ce n'est pas qu'on amène ça au moulin, on vient, on met dans l'eau et on attend tout ça là. On prépare le lendemain avec l'amidon. Non, ce n'est pas ça. Le Peul, il a sa façon de faire sa bouillie. Et donc, quand vous prenez ça, c'est vraiment bon. Surtout quand c'est accompagné avec le lait de vache. Ah oui, nous serons sur le campus. Et puis après ça, il y aura par exemple Chobal. C'est aussi une autre forme de bouillie et qui se prend aussi avec le lait de vache. Donc, vous aurez la chance de goûter à ces mets-là si vous venez éventuellement à notre événement. À votre événement. On y sera bien évidemment. L'équipe de BB24 va vous suivre ces 2 jours de manifestation sur le campus d'Abomey-Calavi. 2 journées. Le programme, en réalité, c'est quoi? Le programme, oui. Le 27, on a dit que c'est du 27 au 28. Donc le 27, c'est le vendredi. Ce 27, on l'a mis parce que nous avons des gens qui vont... déjà. Oui, le vendredi, oui, c'est ça. Puisque les gens vont quitter loin. C'est un événement, en fait, c'est un événement national. Ce n'est pas que c'est centré à Calavi. Les gens vont quitter depuis Malanville. Ceux-là, ils vont venir, on va les accueillir. Donc, c'est demain l'accueil des invités. Tous ceux qui vont quitter loin viendront demain. Donc, les lieux sont déjà apprêtés. Quand ils seront là, on va les orienter pour les hébergements et tout ça là. Donc, tout sera fait. Et nos bonnes dames qui sont là pour la cuisine, elles sont en train déjà de faire le grand pas pour que ces gens-là puissent être bien accueillis. Et donc, le samedi 28, c'est le jour là même qu'il y aura les événements même. Et donc, comme mon programme, par exemple, le matin, très tôt, à 7 h, nous allons faire une caravane à travers, dans l'enceinte du campus. Donc, il y aura
nos danseurs évidemment. Déjà dans la caravane, ceux qui viendront, ils vont constater qu'il y aura déjà beaucoup de pas de danse qui seront exécutés là et certainement avec accompagné de quelques chansons. La caravane va partir d'où? Oui, la caravane va quitter le grand portail, ça va passer par l'amphi Idriss Déby et puis ça va revenir passer par l'ENAM et puis revenir vers EPAC, puis ça tombe sur le lieu des manifestations qui est devant Hassan II. Ok, Hassan II, voilà. Ok. Donc après la caravane, donc il y aura une équipe qui sera là pour accueillir les invités, donc c'est-à-dire les invités de marque et les autorités autres là. Ils seront pendant que les jeunes sont en train de danser là-bas sur la voie pour attirer l'attention de la population estudiantine. Donc il y aura cette équipe là qui va accueillir les invités. Et donc, déjà à partir de 9h, nous pensons que l'installation des invités serait déjà terminée. Et donc, l'événement et l'ouverture de la cérémonie va intervenir à 9h. Donc, à partir de 9h par le parrain. Donc, après l'ouverture de l'événement, il y aura le message du président de l'association. Et puis après, viendra le mot de ces autorités, ces différentes autorités qui sont invitées là. Chacun passera pour donner peut-être son point de vue ou bien apporter quand même son grain de sel à l'événement. Oui, oui. Alors, quel est en fait l'objectif principal de ces journées? Voilà. L'objectif principal, nous les étudiants, nous avons constaté qu'aujourd'hui, c'est comme si, ce n'est même pas, c'est comme ce que la culture Peul est en train de disparaître. Ce n'est pas seulement au niveau du monde estudiantin. Quand vous retournez même au village, il y a aujourd'hui de ces comportements-là, de ces danses-là, de ces sons-là, chansons-là, qu'on ne chante plus. Il y a de ces comportements qui presque disparaissent. La coiffure qui est complètement partie. Donc tout ça, là, nous voulons ramener ça. Notre objectif, c'est de pouvoir valoriser cette culture-là, réveiller la conscience des gens. Parce que c'est comme si les gens sont en train de copier ce que les autres font. Par exemple, une fille Peul qui dit aujourd'hui qu'elle ne se coiffe pas, la façon dont ses parents se coiffaient, ça veut dire que c'est parce qu'elle a vu d'autres personnes se coiffer d'une autre manière, elle a cru que c'était la meilleure des manières et donc elle est rentrée dedans. Alors il faut qu'on montre à ces gens-là que ce qu'elles font là, c'est ça aussi, ça a une valeur et ça c'est important et son importance. Donc ce n'est pas un truc à exclure. Ok. Ouais, donc c'est ça. Et quand vous prenez sur le plan par exemple des grands festivals organisés à travers le monde, il n'y a pas une équipe par exemple qui représente, c'est rare quand même de voir une équipe qui représente la communauté Peul. Donc à travers ces différents événements, nous allons parvenir avec le temps à avoir des équipes qui vont nous représenter dans ces genres d'événements. Donc ce qui va permettre de faire connaître la culture Peul à travers le monde. Le monde entier. Merci beaucoup à vous, Sebo Issa. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association des Peul, des étudiants Peul, de l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, nous serons au rendez-vous samedi 28, c'est-à-dire après-demain, voilà, donc pour fêter avec vous. Et surtout, moi j'attends la bouillie avec le lait de vache. Ah oui, vous aurez tchobal aussi. Ah oui. Je vous promets que vous aurez tchobal aussi. D'accord. Merci pour l'invitation. Allez, merci beaucoup à vous. Merci. Et à très bientôt. Et bien des choses à tous les membres de cette association et à tous les Peuls qui nous suivent également. Nous leur faisons un grand coucou. Allez, le grand rendez-vous, nous allons nous rendre sur la toile cette fois-ci. Et c'est pour suivre l'actualité, c'est l'ActuWeb. Amis de la toile, bonsoir. Démarrons la revue par une bonne nouvelle aux internautes. Au Bénin, les habitants de la cité lacustre bénéficient d'une cyberpirogue pour surfer sur Internet, a publié ce matin Radio France Internationale. Il n'est pas toujours facile de se connecter à la toile lorsque l'on réside dans une cité lacustre. Non loin de Ganvier, sur le lac Nokoué, à quelques kilomètres de Cotonou, la capitale du Bénin, les jeunes internautes ont désormais la possibilité de surfer au fil de l'eau en embarquant à bord de la cyberpirogue de la commune de Soava. Cette barque numérisée et connectée met à disposition des ordinateurs portables, du Wi-Fi et une connexion à Internet par réseau 3G.
Le projet de ce cyberflottant, initié en 2017 par une ONG béninoise, arrive aujourd'hui à maturation. Parfaitement opérationnelle, la cyberpirogue offre aux collégiens des cités lacustres du lac Nokoué, qui étaient jusqu'à présent exclus de la toile, une fenêtre sur le monde entier, explique Edouard Roumenou, secrétaire général de l'association qui a piloté le projet. Je cite, « Dans la commune de Soava, la majeure partie de la population vit sur l'eau. Nous avons 5 collèges et au sein de ces collèges, il n'y a pas de centre ou de cyber pour permettre aux jeunes d'avoir accès à Internet. La BAC a la capacité de transporter jusqu'à 20 ordinateurs. Les classes peuvent compter jusqu'à 70 élèves. Il faudrait donc démultiplier la pirogue. Nous sommes en train de voir comment les autres collèges pourraient aussi en bénéficier. » Fin de citation. Fournir Internet à plus de 75 000 habitants des îlots est l'objectif. L'aménagement de cette cyberpirogue n'a rien à envier au cybercafé traditionnel. Côté mensuration, le bateau affiche 6 mètres de long sur 1,20 m de large. Il est couvert d'un toit comme la plupart des embarcations de la région. La barque, qui est équipée d'un moteur à essence, a toutefois été réaménagée afin de recevoir des panneaux solaires sur sa toiture qui alimenteront en électricité des batteries et le matériel informatique. Il se trouve à l'intérieur de la cyberpirogue une grande table sur laquelle les ordinateurs portables ont été fixés, tous reliés à un connecteur 3G Wi-Fi qui assure une liaison permanente au réseau Internet. Une nouvelle qui suscite beaucoup de commentaires de la part des internautes, notamment Solidarité Laïque qui dit, je cite, « Une cyberpirogue solaire qui vogue de collège en collège pour former les élèves à l'informatique. Merci à tous les donateurs qui ont soutenu ce projet. » Fin de citation. Autre registre à présent, parlons sport. Ligue des champions. RFI nous informe ce matin du sort des Munichois. Le Real Madrid punit le Bayern Munich. Les Madrilènes ont pris une sérieuse option sur la qualification pour la finale de la Ligue des Champions ce 25 avril. En déplacement en Allemagne, les doubles champions d'Europe en titre se sont imposés 2-1 en demi-finale aller. Le Bayern a eu beaucoup d'occasions, mais le réalisme était espagnol. Une troisième finale et un potentiel troisième sacre de rang pour le Real Madrid. Rien n'est gravé dans le marbre dans cette édition de la Ligue des Champions. Le quart de finale contre la Juve l'a prouvé aux Madrilènes. Mais incontestablement, les hommes de Zinedine Zidane ont fait un pas vers l'ultime confrontation de la Coupe aux grandes oreilles en s'imposant ce mercredi 25 avril sur le terrain du Bayern Munich 2-1 en demi-finale aller. Le sort s'est acharné dès le début sur les Bavarois avec la blessure d'Arjen Robben aux adducteurs au bout de 5 minutes. Face à son ancien club, le Néerlandais dépité a dû céder sa place. Mais pas de quoi troubler les Munichois. Au contraire, ce sont eux qui ont pris le jeu à leur compte. Et c'est plutôt logiquement que le Bayern a ouvert le score grâce à Joshua Kimmich. Lancé par une passe parfaite de James Rodriguez, un autre ancien du Real, le latéral a profité d'une anticipation de Keylor Navas pour marquer dans un angle fermé à la 28e minute. Le bonheur de l'Allianz Arena est retombé peu après. D'abord, après Robben, c'est Jérôme Boateng qui s'est blessé à la 34e minute. Puis les occasions manquées se sont multipliées, notamment via Franck Ribéry. La sanction est tombée avant la pause. À l'entrée de la surface, Marcelo a égalisé d'une demi-volée puissante à la 44e minute. Moins à l'aise que son adversaire, le géant espagnol a quand même trouvé la faille. Finissons cette revue du web par cette information publiée ce matin par Le Monde. Au collège Georges Méliès à Paris, un professeur intègre les téléphones portables, tablettes tactiles et tableaux numériques interactifs à sa pédagogie. Jérôme Lagaillarde s'adresse aux apprenants en ces termes. Je cite, « Sortez vos téléphones portables, ceux qui préfèrent la tablette, dites-le moi, sinon allumez vos ordinateurs. » Fin de citation. La vingtaine d'élèves de 3e de ce cours de français au collège Georges Méliès, dans le 19e arrondissement de Paris, n'a pas besoin de se faire prier. Même les plus assoupis ou dissipés se rallient à la consigne. Jérôme Lagaillarde, enseignant de français accro aux nouvelles technologies, intègre le smartphone à son cours depuis 2000.
2014 et veut que ses élèves en apprennent toutes les possibilités comme un couteau suisse. Préparation d'oraux en vidéo, transmission d'informations en photo aux absents, dictionnaire à portée de main. Pour cet enseignant, qui est aussi médiateur à l'atelier d'accompagnement pédagogique Canopée de Paris, je cite, « Faire cours avec le smartphone, cette sorte d'objet transitionnel qui rassure, permet d'ouvrir une porte avec des adolescents en grande difficulté dans l'institution scolaire. » Fin de citation. Le collège Georges Méliès, avec 380 élèves en réseau d'éducation prioritaire, s'est lancé dans le numérique en 2016. Les élèves de 5e et de 4e disposent tous de tablettes individuelles, équipement qui devrait être étendu à toutes les classes au cours de l'année scolaire 2018-2019. La plupart des salles sont aussi équipées en tableaux numériques interactifs ou en vidéoprojecteurs, certaines en ordinateur. Appel en classe, cahier de tests suivi de notes, tout est aussi géré en ligne grâce à un environnement numérique de travail. Fin de la revue du web de cette journée. Merci et à demain. ActuWeb fini, merci beaucoup pour la présentation. Nous allons continuer cette fois-ci, mais on va juste jeter un coup d'œil sur le tableau des prévisions météo pour le compte de ce grand rendez-vous. Regardez. Bien sûr que le grand rendez-vous a eu lieu aujourd'hui. Merci d'y avoir été, chers téléspectateurs. Demain, 19h00, on va se retrouver pour un autre grand rendez-vous. Très belle aventure et très bonne soirée sur BB24. Ciao, ciao.